Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour ce numéro de l'invité sur New World. Et bienvenue dans ce numéro où nous parlons de la Renaissance africaine. De plus en plus de voix s'élèvent pour réclamer un retour aux valeurs africaines par des voix des politiciens, des hommes de lettres, des activistes, des panafricains, mais aussi des kamites. Tous réclament une chose, une Renaissance africaine. Le sujet nous intéresse dans ce numéro de l'invité et nous en parlons sous le thème Enjeux de la Renaissance kamite ou africaine. Et pour en parler, notre invité, Dr Kofi Clouvi, vous êtes Chenouti ou encore le premier responsable de l'association Afrocentricité Internationale Togo. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir Monsieur Hor, nous saluons nos téléspectateurs et profitons de l'opportunité que la chaîne nous donne pour parler au nôtre pour remercier cette chaîne. Merci. Alors, nous allons commencer. Qu'est-ce que la Renaissance africaine et qu'est-ce que cela représente pour vous, Kamit? La Renaissance africaine, c'est le résultat de l'effort, c'est l'aboutissement des efforts d'autodétermination et de liberté du peuple noir. C'est un mouvement qui a commencé depuis le 19e siècle dans les plantations où on a été déporté de l'autre côté et qui s'est poursuivi après la fin de l'esclavage, bien de la déportation ailleurs ou bien sur le continent par des guerres de libération, ou bien par des mouvements contre le système traditionnel. On pourrait parler des mouvements des Black Panthers aux États-Unis. Je voudrais revenir dessus parce que quand on fait rentrer le nom Black Panther aujourd'hui dans le moteur de recherche Google, il y a seulement le film Wakanda qui sort. Et il faut être peut-être téméraire pour aller jusqu'à retrouver les Fred Hampton ou bien les Huey Newton qui ont vécu le réel, qui se sont confrontés aux vraies situations. Donc je profite pour parler d'eux. Et c'est les guerres de libération qui se sont poursuivies sur le continent, qui ont abouti aux indépendances. Mais malgré tout cela, on a vu qu'on tourne un peu en rond. Ça n'a pas toujours servi à donner la liberté totale au peuple noir. On s'est dit qu'il faut forcément revenir sur ce sujet, essayer de mettre en place les différentes items ou bien ce qui doit réellement nous amener à cette renaissance, le remettre sur la table pour en discuter et essayer d'y aboutir. Merci. Et c'est quoi cette chose qui doit nous ramener à cette renaissance selon vous? Pour notre renaissance, dans nos différents mouvements de libération, on a toujours inclus le côté politique et économique. Subsidiairement, on a peu parlé du côté culturel. Nous, on s'est rendu compte que sans ce côté culturel, on va seulement vivre dans le monde des autres. Et tant qu'on va continuer pas à vivre dans le monde des autres, on ne sera personne. On voudrait donc revenir dans notre monde avec notre authenticité, mais pourquoi cela est-il aussi important aujourd'hui, cette renaissance africaine? En quoi cela est-il important? Aujourd'hui, le constat est clair. Et je pense que tout le monde peut le voir que le noir est au plus bas de l'échelle des peuples actuellement. Et pour ça, il faudrait qu'on fasse quelque chose. Peut-être l'analyse de cette situation peut être différente en fonction de la façon dont on apprend la chose. Mais on se dit que il faut rajouter un peu ce volet culturel pour nous sortir de cette situation, parce qu'on ne doit pas laisser les choses évoluer indéfiniment dans ce sens. Alors, quels sont les avantages ou bien quel avantage y a-t-il pour l'Afrique de revenir à son identité, ce que nous appelons une renaissance africaine? Quel avantage cela représente pour nous finalement? Ah oui, déjà, il y a la première des choses, c'est se faire respecter. En étant soi-même, on est mieux respecté que quand on veut ressembler à tout le monde.
Et c'est en étant soi-même qu'on peut commencer par faire de grandes choses. On a déjà fait de grandes choses en étant nous-mêmes. Et depuis qu'on veut ressembler au monde entier sans être nous-mêmes, on n'a plus proposé quelque chose d'authentique au monde entier. Merci. Alors, pensez-vous aujourd'hui que cela est possible parce que dans ce monde, ce ne serait pas chose facile. Vous l'avez dit, le mouvement a commencé depuis le 19e siècle. Est-ce que réellement c'est quelque chose de vraiment réalisable à ce stade de notre évolution? Oui, c'est réalisable. Je pense que ça ne sera pas facile, mais je pense que c'est réalisable. Il faut y penser, il faut en discuter. C'est vrai, en y pensant, en y discutant, en y parlant, ça ne va pas forcément amener le changement, mais c'est quand on va mettre en application tout ce qui sera issu de nos discussions, de nos échanges, qu'on trouvera solution à ce problème. On peut dire que les enjeux même de notre renaissance, c'est un peu existentiel, c'est vital. Il y a notre existence physique qui peut prendre même un coup. Je peux même citer Anta Diop qui dit que la négation je cite en fait, Oui. la négation de l'histoire et des réalisations intellectuelles des peuples africains noirs est le meurtre culturel, mental, qui a déjà précédé et préparé le génocide ici et là dans le monde entier. Pour cette histoire, cet exemple de génocide, on peut aller sur le continent américain où on a vu qu'en moins d'un siècle, les Amérindiens, parce qu'on on leur a dénié cette la capacité d'appartenir à une classe humaine, parce qu'on leur a dénié ceci. Leur population, qui était de 100 millions avant l'arrivée des Occidentaux, a été réduite de 90%. Et c'est peut-être après qu'ils se sont retournés vers nous. Donc on se disait, si peut-être ils n'avaient commencé par les Amérindiens, si c'était avec Africains. les Noirs que cette atrocité a commencé, peut-être qu'on allait prendre un coup, on aura eu le même sort que les Amérindiens. Donc notre existence physique est en jeu. Et à côté de ça, il y a le côté économique aussi dont on peut parler. Il faut dire que le coton pendant l'esclavage a aidé énormément les États occidentaux à se faire de l'argent, à avoir une bonne économie. Et c'est quand ils ont su qu'ils ne peuvent plus exploiter le continent américain qu'ils se sont tournés vers l'Afrique pour exploiter notre sol et exploiter les humains qui s'y trouvent. Il y a même les films documentaires d'un Haïtien, Raoul Peck, qui peuvent nous en dire davantage. Donc, avec ce coton, on peut faire beaucoup d'argent, mais il faut voir le côté vestimentaire, le côté tissu des Africains aujourd'hui, puisque actuellement sur le continent, on produit toutes les qualités de tissu. Donc, avec ce coton, et chaque jour que Mao fait, on s'habille. Donc avec ce coton, on peut se faire énormément d'argent, mais il faut voir où on envoie notre argent actuellement. Donc le côté économique aussi peut aussi nous être favorable dans cette renaissance en n'oubliant pas le côté intellectuel, spirituel et autres. Alors, Merci. vous parlez d'un retour aux valeurs africaines. Cela passe par une prise de conscience des Africains. Mais pensez-vous qu'aujourd'hui, les Africains aient pris réellement conscience de la situation et qu'ils soient prêts à opérer ce changement? Je pense que si les nôtres étaient prêts à opérer ce changement, on n'en serait pas ici en fait. Donc on allait peut-être faire autre chose actuellement. Mais notre constat qui est amer est que les gens ne sont pas encore prêts à opérer ce changement. Les nôtres qui sont au village, dès qu'ils arrivent à la capitale, ils ne voudraient plus retourner au village. Les nôtres qui sont dans la capitale, dès qu'ils vont en Europe, ils ne voudraient plus retourner en Afrique. Ça, c'est physiquement ça. Mais dans la tête, c'est encore pire. Vous allez voir des gens qui sont au village, mais qui se préparent déjà à être
des gens qui sont en ville et des gens qui sont ici, mais qui se préparent déjà à être des gens qui sont de l'autre côté. Est-ce qu'il y a un mal à ça? Il y a un mal à ça, c'est que vous êtes dans un environnement dont vous ne prenez plus le temps pour étudier tout ce qui est tout ce qui a comme rapport à cet environnement pour essayer de travailler dessus et sortir des choses. Vous êtes dans un environnement et puis vous vivez la vie, Mentalement dans un autre monde. l'expérience. Donc on est dans une intelligence un peu artificielle et ça dure depuis des décennies et ça ne nous arrange pas. Alors, quelle place occuperont les cultures dans cette renaissance africaine telle que vous, Kamit, vous la voulez? Je pense qu'on ne peut pas renaître avec les valeurs des autres. Les autres sont là avec leurs valeurs. On doit venir à cette table avec les nôtres. Je vais peut-être citer une définition de la culture selon ce que l'UNESCO nous dit. L'UNESCO nous dit que dans son sens le plus large, la culture peut aujourd'hui être considérée comme l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Il englobe, outre les arts, les lettres et les sciences, les modes de vie, les lois, les systèmes de valeurs, les traditions et les croyances. Donc, dans ça, ils ont parlé de science. Les systèmes de vie, les traditions, les croyances, c'est ça, un peu de tout, hein, un tout peu ce qui de tout. caractérise Donc, les tout ça là humains. doit être notre bâton de route de tous les jours. Donc, ils ont parlé de science. Ça veut dire que avec la culture, on peut même avancer dans ce domaine. Et depuis qu'on a été déconnecté de notre culture, on ne propose rien à cette humanité. Donc, opposer la tradition ou bien notre culte endogène et la science, des fois, c'est comme opposer la main droite et la main gauche. Les deux doivent aller en fait de pair. C'est en revenant sur ce chemin culturel qu'on peut revenir en nous-mêmes et faire en fait de grandes choses. Alors, pour revenir à cette culture, aujourd'hui, l'Afrique est est diverse en matière de culture. Il y a plusieurs cultures, il y a plusieurs langues, plusieurs pratiques, plusieurs religions. Laquelle finalement va-t-on adopter? Il suffit un peu de s'apesantir sur le sujet pour voir que c'est vrai, ça paraît être une diversité, mais au fait fond, il y a une unité culturelle dans tout cela. C'est vrai, en parlant, c'est vrai, il y a des aspects qui reviennent dans pratiquement toutes les cultures, oui. C'est ça, en parlant de religion, les deux religions abrahamiques qui sont sur le territoire, je pense qu'on ne doit pas les compter dedans, le christianisme, l'islam. Sinon, à part les deux, dans tout ce qu'on fait, dans ce qu'on fera en pays Akan, en pays Wati, chez le Sénoufo, au Gabon, en Éthiopie, ou bien même au Mali, chez le Dogon, il y a toujours ce trait d'unité. Il suffit juste d'étudier la chose pour savoir qu'en fait, ce n'est pas une pluralité de cultures, mais c'est des choses qui se rejoignent. Parce qu'au cours de notre trajet séculaire, qui a duré des siècles, il y a certaines choses que d'autres personnes ont perdues en chemin, d'autres choses qu'on a découvertes. Donc je pense que, mais la base est toujours là. Et il faut forcément étudier la chose qui va nous permettre de retrouver ce fil conducteur qui nous envoie vers le lieu de naissance de tout ceci. Alors, ce sera peut-être puisé dans ce qu'il y a de commun entre les religions qui sont pratiquées de façon traditionnelle sur le continent, entre les sciences du continent, entre les savoir-faire, ainsi de suite. Ou bien il faut créer quelque chose maintenant, dire à tout le monde de s'identifier à cela.
Mais je pense que dans un premier temps, on ne peut pas se lever, créer quelque chose et dire à tout le monde de s'y identifier. C'est comme leur imposer, c'est de la dictature. Et je ne pense pas que ça puisse marcher. Alors on procède comment? Et déjà, il faudrait que chacun revienne en lui-même. Ici, si vous allez voir, sur le continent, il n'y a jamais eu de guerre de religion. Parce que je ne peux jamais venir dans votre maison pour dire qu'il faudrait faire comme je fais dans ma maison. Tout ce que nous on dit, c'est que chacun retourne dans sa maison. Dès qu'on retourne dans nos maisons et qu'on étudie bien la chose, On verra qu'il y a des similitudes. on verra toujours cette similitude. C'est comme cette histoire où on dit que avant, quand tu vas dans un village, on te demande ton animal sacré, qu'on appelle aujourd'hui totem. Oui. Dès que tu dis que c'est peut-être le coq, autre là, on t'envoie chez quelqu'un dans le village qui a le même animal sacré. Donc déjà avec ça, il y a une union qui se crée entre vous, étrangers, en fait. C'est vrai, quand on parle d'étrangers chez nous, ça sabote en fait la chose. Parce que chez nous, Pour vous, on est tous citoyens du même continent. chez nous, étrangers, c'est quelque chose qu'on aime. À Medjuro, Ok. alors que chez les autres, quand on parle d'étrangers, c'est étrange. Il faut s'en méfier. Donc, quelqu'un qui vient dans un autre village et qui trouve dans ce village une famille qui a le même totem que lui, rapidement, il s'y reconnaît et puis il s'y assimile. Donc, je pense que ce n'est pas créer quelque chose dans un premier temps et l'imposer à tout le monde. Mais chacun rentre chez lui et dès que la chose va bien nous imprégner, on va toujours réfléchir. C'est un travail intellectuel, scientifique et ça doit en fait bouger. Ça ne doit pas rester stationnaire. Et en réfléchissant, on trouvera toujours ce consensus. Parce que les autres aussi ont évolué par consensus. Et nous, on peut encore faire mieux qu'eux, en fait. Alors, Renaissance africaine, je le disais tantôt, plusieurs courants en parlent. On parle des hommes de lettres, on parle des hommes politiques, on parle des panafricains surtout. Quelle relation y a-t-il aujourd'hui entre un kamite et un panafricain? Ok, au fait, le kamite, comme on l'a dit l'autre fois, c'est ce noir-là qui veut revenir en lui-même, recentrer son vécu sur les valeurs typiquement noires ou bien les valeurs typiquement noires. Donc, le panafricanisme, c'est cette vision sociale, économique, culturelle, politique d'émancipation des Africains et qui vise à unifier les Africains de la diaspora et du continent mère. Donc c'est un concept qui a été créé depuis la fin du 19e siècle. Donc ça fait pratiquement un siècle que cette histoire existe. Et ça tourne un peu en rond. Nous on a remarqué que dans son application, les gens ne voudraient pas l'appliquer totalement. Sinon, le terme même, à part le côté africain sur lequel on viendra, le terme, quand on parle de préfixe pan, ça regroupe tout, c'est le tout. Donc on ne peut pas être panafricain économique, panafricain politique, ou bien et laisser peut-être le côté culturel. Aujourd'hui, on va voir des panafricains Arthur, des panafricains Augustin, autres là. Mais nous, on se dit qu'il faut ce côté culturel qu'on doit un peu ajouter à la chose. C'est ce que peut-être le kamitisme ou bien l'afrocentricité est venu peut-être refaire, peut-être pour redonner vie à ce panafricanisme qui est en train de s'enliser en fait. Maintenant, si on veut prendre par rapport à la géographie, parce que quand on parle de panafricanisme aujourd'hui, tous ceux qui sont sur le territoire africain peuvent se réclamer dedans. Mais on peut voir aisément que l'Afrique du Nord, c'est vrai, l'amour des siens, c'est pas la haine des autres. L'Afrique du Nord, qui est un peu blanche, est venue occuper un territoire sur lequel il y avait des gens. Ce n'est pas un territoire vide. Et ces gens-là se sont massacrés. Ils ont massacré ces gens-là. Et entre le 5e, 6e siècle de notre ère, le changement coloriel a eu lieu. Actuellement, les Noirs du Maghreb sont des gens qui sont des minorités. En minorité avec des conditions de vie très misérables.
Donc on se dit que si on veut faire une lutte avec des gens qui sont venus vous envahir, et culturellement, ça va se passer comment? Donc, non, le panafricanisme, même dans ce sens, je pense que si on veut bien faire les choses, ça ne va pas trop avancer. C'est vrai que ce n'est pas l'ordre du jour, cette histoire, mais je pense que si on arrive à avancer un peu dans notre mouvement, la question même d'Afrique va revenir. Parce que l'Afrique, c'est un nom qu'on a donné au territoire tunisien, qu'on a ensuite Donné à tout le continent. rapporté à tout le continent. Quelqu'un qui te donne un nom te possède. Donc ça veut dire, tant que tu es sous cette personne-là, tu ne peux pas évoluer. Donc je pense que ce n'est pas l'ordre du jour, mais il faut mettre ça sur le tapis pour que les générations à venir, dès que les choses vont un peu évoluer, essaient de revoir cette histoire d'Afrique même. C'est vrai qu'on nous prend un peu radical, dur, mais je pense que vu l'histoire, il faut remettre les choses à leur place. Une petite précision, quelqu'un qui te donne un nom te procède comment? Puisque nous aussi, on donne des noms à des étrangers, à des gens qui ne sont pas de chez nous, on leur donne quand même un nom. Est-ce que nous les procédons? Mais ce n'est pas en fait, des fois, si on veut faire la chose à l'inverse, des fois même, on leur donne le nom là, c'est juste pour rigoler, parce que ça n'a pas trop d'impact sur leur vie. Quand je vous nomme, ça veut dire que quand je vous nomme, et vous êtes obligé d'utiliser ce nom-là, ça veut dire que j'ai un pouvoir en fait de décision sur vous. Je peux toujours influencer votre façon de parler. C'est le fait qu'on adopte le nom qu'on nous donne qui fait le problème en fait. Oui, imaginez notre grand lac du continent. Le lac était là depuis, le lac là avait un nom. Mais actuellement, chaque fois que le soleil se lève, c'est le nom d'une certaine Victoria qu'on attribue à ce lac. Et c'est en fait de l'énergie qu'on envoie vers cette dame-là, ou bien cette personne-là. Okay. Donc je pense qu'actuellement, il y a beaucoup de choses à faire sur notre continent. Oui. Alors, nous venons de parler du panafricain et du Kamit. Un autre aspect, dans votre vision, vous ne considérez pas, si j'ai raison, vous allez me le dire, si j'ai tort, vous me recadrez, oui, ceux qui sont du Maghreb, parce que vous pensez que ce sont des envahisseurs qui sont venus envahir les autochtones qui vivaient sur cet espace-là. Oui. Aujourd'hui, où est-ce que vous les placez? Dans le monde arabe, dans le continent africain, en Europe, ou finalement, ils sont où dans votre vision, Kamit? Je pense qu'eux-mêmes, ils ont compris la chose. Ils se placent dans le monde arabe. C'est nous, Noirs, qui nous entêtons toujours d'aimer le monde entier, ou bien de supplier le monde entier à nous aimer, qui les plaçons toujours sur le continent africain. Sinon, eux ne se considèrent pas comme des Africains, en fait. Est-ce que cela ne frise pas du racisme? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas que ça soit raciste. Sinon, la pire même des négrophobies, c'est au Maghreb même qu'on l'a subi. Donc, je ne pense pas que ça soit du racisme venant d'un noir. Je ne pense pas. Alors, quelle est la relation aujourd'hui entre un Kamit et un traditionnaliste? On voit qu'il y a un peu de nuance entre le Kamit et le panafricain. Maintenant, quelle est la relation entre le Kamit et le traditionnaliste, par exemple? Je pense que le Kamit, c'est, comme on l'a dit, c'est cette personne qui veut se réattribuer l'héritage culturel, intellectuel, scientifique, spirituel de nos ancêtres de la vallée du Nil. Peut-être que le traditionnaliste n'a pas encore atteint ce niveau en fait. C'est quelqu'un qui est un peu cloisonné dans sa région ou bien dans son village et qui pense que tout était tombé là-bas et qu'il n'y a pas de lien entre lui et son alter ou bien et son prochain dans l'autre village, ou bien qu'il n'y a pas de lien entre le Sénoufo et Lacan ou bien le frère du Dahomey. Est-ce que ce n'est pas aussi une lecture biaisée du traditionnalisme? En fait, on les côtoie un peu et puis on essaie aussi de discuter avec eux. Et c'est ce qui ressort de nos discussions, c'est en fait ça que je relate. Et nous, on essaie en fait de leur apporter, parce que côté pratique, on n'a rien, ils n'ont rien à... En
enfin, on a encore beaucoup de choses à aller apprendre de chez eux. Mais sur le côté faire l'unité culturelle de nos pratiques culturelles, Ils sont conservateurs. ils sont conservateurs. Et c'est ça qui fait que on peut évoquer ce thème d'ethnicisme qu'on emploie souvent pour essayer de nous diviser, où les vieux pensent qu'il n'a rien à voir avec le Kabylie ou bien le Kotokoli, qui n'ont rien en commun. Actuellement, je peux porter le nom Arthur, ça ne va friser personne. Mais si on m'appelle Essor, les gens vont se poser beaucoup de questions. Parce que pour eux, je me sens proche de l'autre que d'eux. Alors qu'en réalité, il y a toujours ce lien entre nous qu'on doit forcément développer. Donc, nous, on essaie en fait de peut-être leur amener. C'est vrai, ce n'est pas tous les traditionnels qui sont comme ça. Il y en a qui sont très bien imprégnés de la chose, mais on voit que la majorité, ce n'est pas encore ça. Et ils sont aussi des fois dans ce syncrétisme parce que manquant d'informations, où ils peuvent mélanger nos noms avec le nom des divinités abrahamiques sans souci, alors qu'ils ne sont pas encore imprégnés de l'énergie que véhicule le fait d'envoyer un autre nom chez soi. Nous, on essaie avec nos humbles avis de leur apporter ces informations. Il y a certaines personnes qui comprennent. Mais je pense que c'est toujours un travail qu'on doit faire. Alors, au regard de l'évolution actuelle du monde, pensez-vous qu'une renaissance kamite ou une renaissance africaine, de façon générale, soit aujourd'hui avantageuse pour le continent au regard de l'évolution? Serait-ce une évolution ou plutôt un recul? Ok, dans le monde actuel dans lequel nous sommes, le concept évolution, recul même, c'est un peu flou. Des fois, il y a l'autre qui dit que une panthère qui mange à la cuillère, ce n'est pas une évolution. Mais vous allez voir que les nôtres vont peut-être vouloir aller vers là. Mais c'est une parenthèse que j'ai ouverte, que j'ai rapidement fermée. Mais je pense que cette histoire de village planétaire n'a pas en fait de sens. Il n'y a pas une culture universelle. Il n'y a pas une vision universelle du monde. Maintenant, il y a une culture africaine totale, mais il n'y a pas de culture universelle. Non, chacun vient avec ce qu'il a. Et quand on se voit, quand on se croise, on essaie de partager, d'échanger. Parce que dans cette histoire de village universel, enfin de village planétaire, ils voudront toujours être le chef de ce village. Ils ne voudront pas que l'Africain vienne sur cette table avec ses valeurs pour leur imposer. Maintenant, pourquoi nous désarmer et nous dire que ça n'a plus de sens qu'on retourne à nos valeurs? Donc je pense qu'il faut forcément se réarmer et retourner à cette table avec nos valeurs. Il y a même des fois une photo souvent qui circule où on voit les dignitaires des différentes religions qui se réunissent. Vous allez voir les musulmans, les hindouistes, les chrétiens, autres là. Vous allez voir tout le monde, mais vous ne verrez pas de noirs dedans. Alors que sur le continent, on pratique bien ces religions. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on doit aller corriger. Le noir aussi doit aller à cette table-là avec ses propres valeurs, ce qui ne se fait pas pour le moment. Mais je pense que ça doit se faire et je pense que dans les décennies à venir, les siècles à venir, les millénaires à venir, ça peut se corriger. Alors, une dernière question. Pourquoi souhaitez-vous aujourd'hui une renaissance africaine? Est-ce que les maux dont souffre le continent africain sont en lien avec cette perdition, si je puis me permettre? Oui, en étudiant un peu la question sur où on a chuté, on peut facilement voir qu'on a chuté sur ce plan-là, surtout sur le plan culturel. On peut te dominer militairement, économiquement, mais tant que culturellement tu tiens toujours debout, tu n'es pas soumis et tu peux toujours te réveiller. Même le côté économique, l'économie dans sa miniature, ça signifie quoi? C'est la gestion de la maison. Ça veut dire que si tu n'as pas une maison, comment tu vas la gérer? Actuellement, on n'a pas de maison. Nos frontières ne nous appartiennent pas. Donc, je pense que
tout ça là, on doit les revoir, je pense. Et de l'autre côté, sur le plan économique, combien d'Africains peuvent se lever aujourd'hui et dire, avec le business qu'ils font, s'ils gagnent une certaine somme, l'autre, le blanc ou bien l'arabe, ne gagne pas 5 fois ou bien 10 fois plus qu'il gagne. Parce que tout ce qu'on a comme économie actuellement sur le continent, c'est en fait, on fait la promotion de l'économie des autres peuples. Si je gagne 5 francs aujourd'hui, c'est sûr que le blanc ou bien l'arabe a déjà gagné 10 francs ou bien 20 francs dessus. Donc, on ne fait pas une économie comme ça. On est un peu dans la distribution des marchandises des autres. Vous allez voir sur le continent, on est je peux dire des détaillants. Ou bien, parce que c'est eux qui produisent, c'est nous qui distribuons. Même ça, des fois, ça fait un peu mal. Vous allez voir au niveau du château, le grand marché noir à Paris, où il n'y a que des noirs dedans. Vous allez voir les Boma, les Ademais, les Gombo, tout ça là, mais les boutiques sont détenues par les Pakistanais et autres. Ça veut dire que sur le continent, on est des distributeurs. Là-bas, on est toujours des distributeurs. Donc, ça veut dire que tant qu'on ne va pas revenir réétudier la question de notre niveau actuellement, on ne peut pas faire un pas dans cette histoire. Merci beaucoup à vous, Dr Kofi Clouvi, d'avoir répondu à notre invitation, à nos questions. C'est la fin de ce numéro de l'invité. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous retrouve tout de suite pour le plateau de Regard Croisé.